Bonjour à toutes et à tous, ça faisait longtemps. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous avez pu remarquer que sur les 2 dernières années, il n'y a eu quasiment aucune vidéo, on a fait une très grande pause. C'est parce que j'étais à l'époque en master en alternance, j'avais beaucoup de dossiers à rendre, notamment un mémoire que j'ai rédigé avec plus de 350 pages, donc ça me prenait beaucoup de temps et d'énergie que j'ai dû consacrer majoritairement à mes études. On a préféré du coup faire une pause sur la chaîne YouTube pour pouvoir se mettre à fond dessus, mais on est de retour et on est reparti pour faire des vidéos. Et d'ailleurs, pendant les 2 dernières années, il y a eu beaucoup de sorties chez les marques, beaucoup de nouveautés en produits, et notamment beaucoup de nouveautés matérielles qu'on n'avait encore jamais vues, des produits qui ne correspondent à aucune gamme précédente, et on a de plus en plus de retours en magasin nous disant que c'est compliqué de se repérer entre les différentes références chez les marques. Donc pour vous aiguiller, on va essayer de décomposer quel appareil photo et quelle caméra correspond à quel usage, et on va commencer avec la marque pour laquelle on a le plus souvent la remarque, à savoir Sony, et si ça vous intéresse, on continuera avec les autres marques plus tard. Souvent, quand on pense aux appareils pour débuter chez Sony, on va tout de suite penser à la gamme Alpha 6000, leur boîtier APS-C, mais il y a quelques autres appareils qui sont des exceptions dans ce domaine et qui servent justement à débuter, notamment un appareil dont on entend très peu parler depuis sa sortie, à savoir le RX0 Mark II. C'est un tout petit appareil compact qui est pensé comme une caméra d'action et qui a pour but de filmer dans des milieux extrêmes. C'est l'équivalent de la GoPro chez Sony avec une qualité d'image quand même supérieure. On a notamment un capteur de 1 pouce à l'intérieur. C'est un très bel appareil mais qui n'a pas forcément trouvé son public. Maintenant, si vous avez besoin d'une caméra d'action avec une très belle qualité d'image, ça peut être une solution. Et également, dans ces petits appareils compacts, on retrouve la gamme des RX100. Aujourd'hui, le dernier d'actualité, c'est le RX100 Mark VII, qui transporte un objectif zoom équivalent 24 à 200 mm, donc on a quand même un très grand champ de zoom. Malheureusement, on perd un peu en ouverture par rapport aux versions précédentes, on passe à un f2.8 jusqu'à 4.5 sur l'objectif. Mais grâce à son capteur 1 pouce, ça reste un appareil avec une très bonne qualité d'image. Donc si vous voulez un appareil facile à transporter, qui peut se glisser dans une poche et qui peut un petit peu tout faire, c'est une des meilleures options sur le marché. Et dans la gamme compacte, les dernières options qui vont exister, elles sont vraiment orientées purement vidéo. Ça va être le ZV1F et le ZV1 Mark II. Le ZV1F, c'est un compact mais avec un objectif fixe, donc on ne peut pas zoomer avec, c'est vraiment uniquement orienté pour du vlogging, mais il y a quand même pas mal de compromis sur le boîtier, donc très souvent les gens vont plutôt s'orienter sur la gamme ZV1 Mark II notamment. On a un objectif qui permet de zoomer, qui va avoir un équivalent 18 jusqu'à 50 mm, donc on a un grand angle au départ, c'est vraiment très pratique pour se filmer soi-même, et là si on veut faire du vlog, c'est un boîtier beaucoup plus adapté. On a évidemment l'écran réversible, on est sur un capteur de 1 pouce, donc plutôt lumineux pour du compact. Et on peut également prendre des photos avec, c'est un boîtier vraiment plutôt polyvalent, majoritairement orienté vers la vidéo, et si vous voulez débuter dans la vidéo, ça peut être une bonne option pour l'avoir toujours avec soi. Mais la limite de ces appareils, c'est qu'on ne peut pas changer d'objectif, donc dès qu'on va vouloir évoluer sur les cadrages, essayer d'avoir plus de flou en arrière ou en avant-plan, ou au contraire jouer sur les angles de champ avec des angles plus serrés ou plus larges, et bien à ce moment-là, on est obligé de changer d'appareil, et c'est pour ça que dans le même niveau de gamme, on va avoir les premiers APS-C qui peuvent être plus intéressants pour vous si vous êtes prêt à perdre un petit peu en compacité. En photo, on a l'Alpha 6100 qui est le premier modèle chez Sony. C'est un boîtier dédié aux débutants qui va répondre aux besoins des personnes qui commencent à faire de la photo ou de la vidéo, puisqu'on peut également filmer avec en très bonne qualité. On a de la 4K avec une mise au point automatique assez performante. Et en photo, le capteur APS-C de 24 mégapixels permet d'avoir une vraiment bonne qualité. Après, tout dépend évidemment de l'objectif qu'on va mettre avec le boîtier. Les limites par contre qu'on va retrouver sur l'Alpha 6100, elles sont majoritairement liées à son âge. C'est pareil pour le 6400 et le 6600 qui sont sortis globalement en même temps. Ce sont des boîtiers qui ont maintenant plus de 5 ans, donc technologiquement à l'intérieur, on ne retrouve pas la pointe de ce qu'on peut avoir dans les autres boîtiers chez Sony. Maintenant, si on est plutôt orienté vidéo, on va plutôt favoriser la série ZV toujours, et là avec le ZVE10. Le ZVE10 première génération, il va être très intéressant si vous avez un budget assez limité pour débuter en vidéo. Ça vous permet soit de vous filmer vous-même, soit de filmer d'autres situations. Vous avez du log en interne, vous avez la possibilité de filmer évidemment en 4K avec une mise au point automatique très performante. Les raisons qui vont vous pousser à passer sur le ZVE10-2, c'est si vous voulez aller vraiment plus loin. Si vous voulez commencer à filmer en 4:2 10 bits, notamment pour pouvoir retoucher les couleurs, jouer à l'étalonnage sur votre vidéo, et de cette manière réellement utiliser votre fichier log. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'est le log et toutes les possibilités que ça apporte en vidéo, on vous invite à aller voir une vidéo qu'on a fait à ce sujet. Et puis ça va également vous permettre d'avoir une meilleure batterie qui tient beaucoup plus longtemps. On est sur les batteries actuelles, les NPF Z100.
On a de la 4K en 60 images par seconde en interne, on a vraiment beaucoup de choses qui font que le ZVE10 II, c'est un boîtier très performant pour de la vidéo, dans un budget qui reste encore assez contenu. Son véritable équivalent en APS-C, ça va être l'Alpha 6700 maintenant, qui lui aussi va reprendre la même batterie, des performances similaires en vidéo, et puis en photo, des performances qui sont liées notamment à la puce d'intelligence artificielle que Sony a intégrée à l'intérieur, qui permet que l'Alpha 6700 soit un des boîtiers APS-C les plus performants en photo comme en vidéo chez Sony. Et évidemment, le capteur est stabilisé, ce qui permet de compenser les tremblements, que ce soit en photo sur de la pose longue ou en vidéo, c'est vraiment très pratique. Maintenant, si vous voulez diminuer un petit peu le budget, une option intermédiaire, ça peut être l'Alpha 6600, qui lui n'aura pas la puce d'intelligence artificielle et les dernières technologies, puisque, comme on l'a dit un peu plus tôt, il a maintenant un peu plus de 5 ans, mais il a cette nouvelle batterie, la stabilisation du capteur, et vraiment beaucoup de choses qui font qu'il est encore très performant pour son prix actuellement. L'appareil qui a un peu moins de sens à mes yeux dans la gamme APS-C chez Sony actuellement, c'est l'Alpha 6400, puisque lui, il va apporter uniquement du log et un viseur un petit peu mieux défini par rapport à l'Alpha 6100. Et pour terminer avec les APS-C, il reste un dernier boîtier chez Sony, c'est la FX30, c'est le premier boîtier de la gamme Cinema-Line, donc la gamme caméra de chez Sony. C'est un boîtier là qui est 100% orienté vidéo, comme sur le reste de la gamme ZV, on va pas avoir de viseur, donc si on fait de la photo, ça va vraiment nous déranger. On a une ergonomie purement caméra là pour le coup. L'avantage c'est qu'on a des boutons vidéo très bien placés, assez imposants et visibles un peu partout. On a des Tolly lamps, donc c'est des petites lumières qui vont être à l'avant et à l'arrière du boîtier pour savoir si on est en train d'enregistrer ou non. L'écran est évidemment réversible, on a un ventilateur intégré pour refroidir le boîtier et éviter qu'il ne surchauffe quand on filme longtemps. Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'évidemment les spécifications à l'intérieur du boîtier sont aussi intéressantes. On a de la vidéo 4K jusqu'à 120 images par seconde, on peut filmer en 4.2 10 bits en interne, on peut filmer en RAW en externe jusqu'en 16 bits. On a vraiment beaucoup d'options qui font de cet appareil une première vraie caméra chez Sony, à un budget qui reste contenu pour de la vidéo. Et depuis le départ, vous avez pu remarquer qu'on ne parle pas de prix, c'est parce que cette vidéo, selon le moment où vous allez la regarder, les prix ils vont forcément changer. Donc si ça vous intéresse de savoir les prix et les offres qu'on peut faire en ce moment, allez voir dans la description, on vous met un lien vers chacun des boîtiers dont on a parlé, et ça vous permettra d'en apprendre plus sur ces différents boîtiers. Et puis maintenant, quitte à perdre en compacité, eh bien on peut passer carrément sur du plein format pour encore gagner en qualité d'image dans l'ensemble, puisque là on passe sur un capteur qui est encore plus grand, qui va donc réceptionner plus de lumière et permettre que dans les situations où on est en basse lumière, on puisse avoir de meilleures performances au niveau de la gestion du bruit notamment, et également qu'on puisse plus facilement jouer sur le flou en arrière et en avant-plan. Si vous voulez en savoir plus sur les tailles de capteurs et les impacts que ça a sur vos images, c'est pareil, on a fait une vidéo, on vous invite à aller la voir. Et le premier boîtier qui est encore d'actualité dans la gamme plein format chez Sony, ça va être l'Alpha 7 III. C'est un boîtier très performant qui est sorti en 2018, qui était pensé pour être un vrai couteau suisse, pouvoir répondre au plus de situations possibles. Alors évidemment, 7 ans plus tard, on voit les limites par rapport à ce qu'il y a actuellement sur le marché, mais ça reste un boîtier qui est très performant, excellent pour débuter en photo, puisqu'on a un capteur 24 millions de pixels avec une stabilisation du capteur sur 5 axes, on a une rafale jusqu'à 10 images par seconde, la possibilité de filmer en 4K, en log, etc. La vraie limite, c'est qu'on n'a pas de 4.2 10 bits en interne. La mise au point automatique également est très performante, c'est le premier boîtier qui amenait la mise au point automatique continue avec suivi de l'œil du sujet, donc ça permet de se rapprocher des performances encore actuelles dans les boîtiers, et de cette façon-là, c'est un des boîtiers les plus performants pour son prix actuellement. Et même s'il a quelques limites, et notamment la colorimétrie qui tire un petit peu sur les jaunes orangés, et donc si vous voulez corriger ça, il va falloir traiter vos fichiers, notamment si vous faites des portraits, ça peut compter. Mais en dehors de ces quelques petits points, c'est un boîtier extrêmement performant qu'on vous recommande encore aujourd'hui pour débuter en plein format. Et puis dans ces appareils un peu tout en un, la génération qui a suivi, c'est l'Alpha 7 IV, qui vient corriger justement tous les petits soucis dont on a parlé sur l'Alpha 7 III, qui en plus apporte l'écran réversible sur le côté, donc pour pouvoir beaucoup plus facilement prendre en photo dans des situations où on se trouve au ras du sol, notamment en mode portrait. C'est un boîtier qu'on vous recommande vraiment si vous voulez un boîtier polyvalent. En plus, le capteur augmente en résolution, il passe à 33 millions de pixels, donc ça permet de plus facilement recadrer dans l'image si on le souhaite, ou faire d'encore plus grands tirages. Et si vous voulez une version plus compacte, il y a l'Alpha 7C2, qui est l'équivalent vraiment identique de l'Alpha 7 IV, avec uniquement la puce dédiée à l'intelligence artificielle en plus dans le boîtier, donc qui permet une meilleure mise au point automatique. Sinon, tout le reste va être identique, dans un boîtier plus compact, plus léger. Par contre, le viseur se retrouve déporté sur le côté gauche, donc il faut apprécier ce petit viseur déporté.
Et également, on a uniquement un seul port de carte, donc si ces concessions vous conviennent, l'Alpha 7C2 sera peut-être une meilleure solution pour vous. Maintenant, si les 33 millions de pixels, ça ne vous suffit toujours pas, que vous voulez encore plus pour pouvoir recadrer, faire de très grands tirages, etc., eh bien, il y a les versions R chez Sony qui vont correspondre à ça. Il y a l'Alpha 7R4, l'Alpha 7R5 et l'Alpha 7CR, qui sont des appareils avec tous les trois un capteur de 61 millions de pixels à l'intérieur, donc un capteur ultra défini qui correspondra très bien aux photographes de paysage, d'architecture notamment. Le 7R4, ça va être un peu la version entrée de gamme pour ce capteur 61 millions de pixels. Et après, le 7R5, lui, il va apporter la puce d'intelligence artificielle pour la mise au point automatique notamment, et donc une capacité à s'adapter à des situations un petit peu plus exigeantes, là où le 7R4 s'adaptera à des situations un petit peu plus posées. Et le 7CR va être une version compacte du 7R5, donc la même chose que le 7C2. On a les concessions avec le viseur sur le côté, un seul port de carte à l'intérieur, mais on a un boîtier qui est plus compact et plus léger. Le 7CR, si on le couple à une petite focale fixe, ça sera vraiment l'appareil ultime pour de la photo de rue. Maintenant, si au contraire vous êtes plutôt axé photo d'action, photo sportive, animalière notamment, là les boîtiers qui vont plus vous correspondre, ça va être les Alpha 9 et les Alpha One chez Sony. Les Alpha 9, ce sont les boîtiers à résolution standard avec un capteur ultra rapide. L'Alpha 9 II, c'est un capteur empilé avec une rafale jusqu'à 20 images par seconde. Maintenant, il accuse quand même pas mal son âge et donc il est plus forcément extrêmement performant comparé à la concurrence. Par contre, l'Alpha 9 III, il propose ce qu'aucun autre appareil photo plein format ne propose, à savoir un système de global shutter à l'intérieur, c'est-à-dire que l'image ne s'enregistre pas ligne par ligne comme habituellement, mais en un seul bloc. Et donc on n'a absolument pas de problème de déformation qu'on peut avoir à l'image avec les capteurs standards qui ont un système de rolling shutter. Ça va permettre de prendre les situations les plus rapides, notamment dans le sport automobile avec les roues sans aucune déformation, ou alors de faire de la photo sportive au flash par exemple, puisque sinon généralement les temps de pause sont trop courts pour pouvoir avoir une synchro flash. Et puis si le but au contraire c'est d'avoir une haute résolution, et bien là on va passer sur l'Alpha One, on retrouve un capteur empilé, mais on est à 50 millions de pixels. L'Alpha One première génération, c'est un boîtier extrêmement polyvalent et performant. On a déjà fait une vidéo à ce sujet, on vous invite à aller la voir parce que c'est le boîtier que j'ai actuellement et donc j'ai pu vous faire un retour d'expérience après plusieurs mois de tests intensifs. Et puis l'Alpha One 2, il va apporter la puce d'intelligence artificielle pour avoir une mise au point automatique encore plus réactive. Il va apporter le mode pré-rafale qu'on retrouve également dans l'Alpha 9 III, donc ça vous permet dans ce mode de capturer des photos jusqu'à 1 seconde avant votre déclenchement, ce qui est très utile notamment en animalier ou même dans certains sports où on ne peut pas prévoir les actions qui vont arriver. Et puis sur les Alpha One, on est sur une rafale jusqu'à 30 images par seconde, c'est extrêmement performant et ça permet de capturer la majorité des situations. L'Alpha 9 III, lui, il peut monter jusqu'à 120 images par seconde, là c'est vraiment pour des cas extrêmement spécifiques. Maintenant, si vous êtes uniquement vidéaste, ces boîtiers ils ne vont pas forcément répondre à votre besoin. Il y aura de meilleures options chez Sony, notamment le ZVE1 qui est leur premier boîtier plein format vraiment orienté vidéo, qui permet de filmer en 4K jusqu'à 120 images par seconde, qui a beaucoup de performance dans un boîtier très compact, sans viseur du coup. La vraie limite, ça va être la chauffe de l'appareil, puisque si on filme longtemps avec l'appareil, il va avoir tendance à surchauffer. Parce que c'est vraiment un boîtier qui est pensé pour la compacité. Si au contraire on veut pas trop ce souci-là, on va plutôt passer sur un Alpha 7S III qui lui permet d'obtenir un viseur et donc à une utilisation photo un peu plus adaptée. Dans les deux cas, ça reste un capteur 12 millions de pixels en photo, donc c'est moins adapté à la photo que les autres boîtiers dont on a parlé. Mais on peut en faire un petit peu, et puis surtout les grandes forces de l'Alpha 7S III, c'est sa capacité de filmer en 4K jusqu'à 120 images par seconde avec très peu de problèmes de chauffe, l'écran réversible évidemment sur le côté, la batterie NPFZ100, donc la batterie actuelle chez Sony qui permet d'avoir une vraiment bonne autonomie avec le boîtier, et puis les modes de mise au point automatique actuels, du 422 10 bits, du RAW 16 bits en externe, vraiment beaucoup de performance pour la vidéo. Et si on veut passer un cran encore au-dessus, on peut passer sur la FX3. Là, on est de nouveau dans la gamme Cinema Line chez Sony, donc une vraie caméra avec l'ergonomie caméra. De nouveau, les Tolley-lamp, les boutons pour enregistrer, les pas de vis sur le dessus de la caméra pour pouvoir vraiment modifier la configuration facilement sans avoir besoin de rajouter une cage dessus. Tout ça avec les performances d'un A7S III à l'intérieur, sans le viseur du coup, mais avec en bonus des menus dédiés à la vidéo, une ergonomie vraiment vidéo à 100%. Et donc quand on est habitué à filmer et qu'on travaille pas mal avec des caméras, la FX3 c'est souvent un boîtier qui est très intéressant. Et puis la dernière étape dans les caméras qui ne sont pas toujours louées mais que certaines personnes achètent notamment en professionnel, chez Sony ça va être la FX6 qui permet toujours de filmer en 4K mais là on a des filtres ND intégrés, une ergonomie caméra encore plus imposante avec beaucoup plus de boutons, beaucoup plus de possibilités de personnalisation.
Les filtres ND intégrés sont électroniques, donc on va pouvoir s'en servir dans des situations très run and gun pour pouvoir filmer avec. En caméra épaule, c'est vraiment une caméra idéale. On se retrouve dans des budgets similaires à l'Alpha 9 III, à l'Alpha One Mark II, donc c'est certain que c'est pas pour tout le monde, puisque là on est uniquement sur une caméra, donc on ne peut que filmer avec. Mais certains professionnels vont l'acheter pour leur activité, là où la FX9, la Burano ou encore la Venice chez Sony sont des caméras qui sont majoritairement louées et c'est très rare qu'on les achète. Bonne journée à toutes et à tous!